Il n'y a pas si longtemps, la Terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 55 millions d'hommes et 1 milliard 500 millions d'indigènes. Les premiers disposaient du Verbe, les autres l'empruntaient. Entre cela et ceci, des roitelets vendus, des féodaux, une fausse bourgeoisie forgée de toutes pièces servait d'intermédiaire. Aux colonies, la vérité se montrait nue. Les, entre guillemets, métropoles, la préféraient vêtue. Il fallait que l'indigène les aimât, comme des mères, en quelque sorte. L'élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d'élite. On sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale. On leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents. Après un bref séjour en métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. Ces mensonges vivants n'avaient plus rien à dire à leurs frères. Ils raisonnaient. De Paris, de Londres, d'Amsterdam, nous lancions des mots, Parthénon, fraternité. Et, quelque part en Afrique, en Asie, des lèvres s'ouvraient. Ténon, Nité. C'était l'âge d'or. Il prit fin. Les bouches s'ouvrirent seules. Les voix jaunes et noires parlaient encore de notre humanisme, mais c'était pour nous reprocher notre inhumanité. Nous écoutions sans déplaisir ces courtois exposés d'amertume. D'abord, ce fut un émerveillement fier. Comment? Ils causent tout seuls. Voyez pourtant ce que nous avons fait d'eux. Nous ne doutions pas qu'ils acceptassent notre idéal, puisqu'ils nous accusaient de n'y être pas fidèles. Pour le coup, l'Europe crut à sa mission. Elle avait hellénisé les Asiatiques, créé cette espèce nouvelle, les nègres gréco-latins. Nous ajoutions tout à fait entre nous, pratique, et puis, laissons-les gueuler. Ça les soulage. Chien qui aboie ne mord pas. Une autre génération vint qui déplaça la question. Ces écrivains, ces poètes, avec une incroyable patience, essayèrent de nous expliquer que nos valeurs collaient mal avec la vérité de leur vie, qu'ils ne pouvaient ni tout à fait les rejeter, ni les assimiler. En gros, cela voulait dire, vous faites de nous des monstres. Votre humanisme nous prétend universel et vos pratiques racistes nous particularisent. Nous les écoutions très décontractés. Les administrateurs coloniaux ne sont pas payés pour lire Hegel. Aussi bien le lisent-ils peu. Mais ils n'ont pas besoin de ce philosophe pour savoir que les consciences malheureuses s'empêtrent dans leurs contradictions. Efficacité nulle. Donc, perpétuons leur malheur. Il n'en sortira que du vent. S'il y avait, nous disaient les experts, l'ombre d'une revendication dans leur gémissement, ce serait celle de l'intégration. Pas question de l'accorder,
bien entendu. On eût ruiné le système qui repose, comme vous le savez, sur la surexploitation. Mais il suffirait de tenir devant leurs yeux cette carotte, ils galoperaient. Quant à se révolter, nous étions bien tranquilles. Quel indigène conscient s'en irait massacrer les beaux-fils de l'Europe à seule fin de devenir européens comme eux? Bref, nous encouragions ces mélancolies et ne trouvâmes pas mauvais, une fois, de décerner le prix Goncourt à un nègre. C'était avant 1939. 1961. Écoutez. Ne perdons pas de temps en stérile litanie ou en mimétisme nauséabond. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme, tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Voici des siècles qu'au nom d'une prétendue, entre guillemets, aventure spirituelle, elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. Ce ton est neuf. Qui ose le prendre? Un Africain, homme du tiers-monde, ancien colonisé. Il ajoute: l'Europe a acquis une telle vitesse folle, désordonnée qu'elle va vers des abîmes dont il vaut mieux s'éloigner. Autrement dit, elle est foutue. Une vérité qui n'est pas bonne à dire, mais dont, n'est-ce pas, mes chers co-continentaux, nous sommes tous, entre chair et cuir, convaincus.